Vous avez reconnu ces notes de saxophone et de piano doucereuses, un petit peu mystérieuses, qui sont l'indication que vous écoutez The Pulse, le podcast dédié au journalisme culturel. C'est une émission qui a vu le jour en 2019 et qui, à l'époque, était hébergée sur le site comicsblog.fr. Et en 2020, une nouvelle étape s'ouvre pour ce podcast qui est donc maintenant hébergé avec First Print, le podcast référence comics qui vient de démarrer. The Pulse revient également et comme avec First Print, le but est d'ouvrir les portes, de vraiment aller regarder toute la diversité qu'a le journalisme culturel. C'est-à-dire qu'on ne va pas seulement se limiter au journalisme web ou à la pop culture, mais on va justement aller regarder un peu tout ce qui se fait à droite et à gauche. Bienvenue dans ce premier numéro, ou peut-être deuxième. Je t'avoue qu'à l'heure de l'enregistrement, je ne sais pas encore si ce sera le numéro de lancement ou celui qui viendra juste après. En tout cas, vous avez pu découvrir toute la première saison qui a été réuploadée et remasterisée, si je puis dire, voilà, pour savoir ce qu'était The Pulse. Et donc, vous pouvez prendre le train avec nous, avec ce numéro qui pose une question. Voilà, l'intitulé, c'est un peu qu'est-ce que ça veut dire être journaliste dans un milieu où il n'y a pas de journaliste, où il n'y a pas vraiment de presse. C'est une question que l'on va poser à Yerim Sar. Bonjour Yerim. Bonjour. Non, si tu parles avec une voix toute douce comme ça ne va pas le faire. Salut. Voilà, c'est bien. Alors, Yerim Sar, tu es journaliste. On te connaît plus sous le pseudo de Splinter avec 2 E, donc pas comme dans les Tortues Ninja. Tout à fait. Et pour ce numéro, bien entendu, moi-même, Arnaud Kikou, suis accompagné de l'incorruptible Corentin. Salut. Voilà, Corentin qui va devoir un petit peu parler plus proche du micro que je lui tendrai également. Ça va ? Ça va très très bien. Alors justement, vraiment l'idée de ce numéro de The Pulse, c'était vraiment suite à une déclaration que tu avais faite où tu parlais un petit peu du journalisme rap, puisque pour te présenter très brièvement à nos auditeurs et nos auditrices, tu es journaliste dans le milieu du rap, je dirais de façon principale. Tu parles aussi de cinéma, de pop culture, Ouais, c'est ça. mais voilà, on te connaît vraiment, ce que tu passes dans l'after rap, tu écris pour Noisy, pour Move aussi. Et justement, j'ai envie de vraiment te demander de but en blanc, qu'est-ce que tu as voulu dire dans cette émission où tu disais vraiment que notamment le milieu rap, c'est un milieu où il n'y avait pas réellement de presse sur le rap. Donc si je me rappelle bien, c'est quand j'avais dit que la presse rap, c'était une presse sans journaliste. Voilà, c'est ça. pardon, Okay. ouais, c'est ça. En fait, c'était un constat. C'est juste que pour le coup, c'est pas en termes de genre avoir fait des études pour ou quoi que ce soit, ou avoir une carte de presse ou quoi que ce soit. C'est pas dans cette dimension-là. C'est plus dans la pratique en fait. C'est-à-dire que si je compare avec mes autres expériences de journalisme, donc que ce soit en cinéma ou en société, on va dire sujet de société à peu près. Est-ce que tu penses que les victoires de la musique, c'est un sujet de société ? Non, ça c'était plus du foutage de gueule pour Vice. Je le mettrais pas. Je pense peut-être on catégoriserait ça de manière classique en billet d'humeur, sans doute, un truc comme ça. Parce que pour ceux qui ne connaissent pas, Yerim s'est rendu encore plus célèbre avec un célèbre papier où il suivait vraiment en live, presque en compte-rendu live, en fait, la cérémonie des victoires de la musique, et apparemment c'était très, très, très difficile à vivre. C'était éprouvant. Enfin, tu retransmettais en fait le malheur que peuvent vivre énormément d'autres personnes, mais qui ne sont pas forcément autorisées à le dire. C'était ça qui était marrant, c'est que t'avais des professionnels, entre guillemets, qu'on peut pas citer parce que ça les mettrait dans la merde, qui ensuite on dit ah putain ouais merci, parce que eux du coup ont pas le choix que d'y assister même physiquement, enfin tu vois, d'être dans la salle et tout, et apparemment ouais, c'est un peu une tannée quoi. Mais bon après est-ce que c'est pire que les Césars, je sais pas, tu vois. Ça dépend des cérémonies, qu'il y en a qui sont plus qui sont plus chaudes les unes que les autres, mais donc pour en revenir, tu disais vraiment que le journalisme rap c'est très différent de ces deux secteurs d'activité. Ouais, parce que déjà c'est beaucoup de publi rédactionnel amélioré, c'est-à-dire que ça va être des structures notamment sur tout ce qui est internet qui ne peuvent vivre que via des partenariats et de la promo assumée. Donc forcément ça t'ampute tout le côté critique en fait, parce qu'on considère que c'est pas ton travail. Ensuite il y a le fait que du coup on n'a pas trop, voire pas du tout de déontologie en fait, c'est-à-dire que
tu peux avoir des journalistes rap, on va dire, qui en même temps vont être eux-mêmes artistes, donc avec les conflits d'intérêts que ça peut engendrer, vont être eux-mêmes DJ, vont être eux-mêmes managers, vont être eux-mêmes à bosser dans l'édition de musique, etc. Ou qui peuvent faire du média training aussi. Donc ça veut dire que tu vas un peu coacher des artistes pour qu'ils apprennent à savoir bien répondre à des questions d'interview, tu vois. Et parfois, c'est les mêmes après qui vont faire l'interview en question, donc c'est super étrange, quoi, tu vois, comme situation. Mais ça, c'est juste au niveau cumul des mandats individuels. Mais après, si on parle au niveau structure, bah, ouais, il y a vraiment le fait de considérer que ton travail, en fait, c'est ni de faire de la recherche, ni de faire de la critique. Et quand tu fais de la critique, c'est que des critiques positives. Et là, pour le coup, ça concerne malheureusement pas que les gros médias rap qu'on pourrait appeler professionnels, c'est-à-dire qui savent produire du contenu régulier et monter une économie là-dessus, quoi, tu vois. Mais ça concerne aussi en fait les bénévoles parce que eux, ils vont en fait faire exactement la même chose. C'est-à-dire qu'en gros, ça va être des interviews complaisantes ou des critiques que positives. Mais eux, ils vont te dire, c'est parce que vu qu'on n'est pas payé, on se voit pas parler de ce qu'on n'aime pas. Or, enfin, tu vois, à ma connaissance, il y a plein je sais pas, de petits blogueurs cinéma ou ce que tu veux, en fait, qui vont pas s'interdire de parler d'un film qu'ils aiment pas, sous prétexte qu'ils sont pas payés ou que je sais pas quoi, tu vois. T'avais aussi, puis même t'as un truc, c'est que la critique négative, ça veut pas dire enfoncer un artiste ou un album en se foutant de sa gueule, en disant ah là qu'est-ce que c'est de la merde et tout machin. Ça peut être une vraie analyse construite qui peut apporter quelque chose, tu vois. C'est-à-dire que si t'avais je sais pas moi, ouais, un magazine télé ou ciné ou ce que tu veux qui ne fait que des critiques positives, ce serait très 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 bizarre. Et en fait, si tu veux, dans le rap, c'est comme si t'avais que des hallucinés, mais sans même la partie recueil de critiques extérieures, tu vois. Par exemple, et puis alors après, il y a un autre truc, c'est qu'on est vachement dans l'instantané. C'est pas forcément que du putaclic, mais t'as vraiment cette notion faut parler de l'actu du moment avant tout. Il y a très 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 peu tu vois, de rétrospective, de coups d'œil dans le rétro, etc. Du coup, ouais, c'est pas vraiment. Enfin, en fait, il y a tellement de différences avec tous les autres journalismes qui existent que c'est compliqué de considérer ça comme du journalisme en tout cas. Voilà. Moi, du coup, j'ai envie de te répondre en citant le cas particulier, par exemple, de Bouscapé. Tu prends, donc, c'est un truc qu'avait déjà évoqué Fif, c'est les critiques négatives en général, les labels et surtout les artistes, parce que c'est peut-être que le rap est un milieu qui justement a pas encore un historique critique assez construit pour que les mecs sachent encaisser. Mais il y a aussi un historique de blacklistage. On connaît la fameuse interview de Fif et Booba où justement lui, après, son média a été interdit de presse pour tout ce qui était la carrière de Booba ensuite. Est-ce que justement c'est pas un truc qui est spécifique à l'industrie du rap en fait? Tu vois justement ce côté, quand tu dis du mal, comme en fait entre guillemets il n'y a pas de cohésion des médias qui peuvent faire corps entre eux, c'est facile de te blacklister, c'est facile de t'interdire de conférences de presse, etc. etc. Bah, d'un côté ouais, parce que l'économie des médias rap s'est fondée sur une connivence, mais même sans le côté négatif du terme, quoi. Juste d'être en très bons termes tout le temps avec les labels, les maisons de disques, les artistes. Maintenant, le truc, c'est qu'encore une fois, une critique négative, c'est pas... parce que là, concrètement, l'exemple, il y a eu ensuite des partenariats entre le label de Booba et Bouscapé suite à cette interview. Il y a eu même une autre interview de Booba sur Bouscapé après. C'est juste que c'était pas Fif qui la faisait, tu vois. Donc, en vrai, et puis même vu l'état de Bouscapé aujourd'hui, tu peux pas dire que ça les a tués non plus, loin de là même, tu vois. Donc, puis en plus, si tu devais prendre toutes les personnes, tu vois, que Booba n'aime pas, je pense que ça serait compliqué, tu vois. Donc, ces gens, en général, ils ont pas disparu. Maintenant, ça, c'est plus les petits médias émergents qui moi, m'ont déjà dit ça. Maintenant, le truc, c'est que
que ce soit par rapport aux artistes eux-mêmes ou même leur fanbase, il y avait, je sais plus quel mec de je sais plus quel site qui démarre, enfin qui a démarré il y a pas si longtemps que ça, mais qui était vachement pro, cadré et tout, qui disait ouais mais en fait quand on fait un truc négatif sur un artiste, bah sa fanbase du coup va nous pourrir et tout machin. Mais là le truc c'est que moi je veux bien le croire, il y a pas de souci. Hein. Mais pour moi c'est l'équivalent d'un mec qui je sais pas qui se taperait ouais on va dire 50 nuances degrés et qui va se dire ouais mais vu qu'il y a une énorme fanbase, genre je vais pas me permettre de dire que c'est pas bien, tu vois. Tout le monde se foutrait de sa gueule dans le milieu de la critique ciné, tu vois. On dirait ben non, ça marche pas comme ça. Et même s'il disait mais du coup je vais pas en parler du tout, ben, ce sera encore pire, tu vois, parce que quand t'as certains films qui sont, tu vois, des phénomènes commerciaux et tout, malgré tout c'est toujours intéressant d'analyser comment un truc marche, pourquoi, etc. Et pourquoi selon toi, genre c'est pas une réussite, etc. Tu vois. Après, il y a un autre truc qui se superpose que j'avais oublié, c'est que tu as aussi des journalistes en fait qui bossent pour des plateformes de stream où là techniquement, bah, c'est comment dire, le rôle d'une plateforme de stream, c'est de te vendre des abonnements pour derrière vendre de la pub. Pour louer de la musique. Donc évidemment qu'ils vont pas produire des contenus journalistiques qui consisterait à avoir une partie critique, puisque à quel moment tu vas auto-critiquer le produit que tu es en train de vendre, tu vois, c'est impossible. Donc voilà, et après, l'autre problème, c'est que si c'est par rapport au côté se faire blacklister ou quoi, bah, le truc, c'est qu'en fait, ça marche pour les interviews, mais tu as 10 000 autres contenus possibles à faire. Donc je pense pas que ce soit une fin de carrière pour un journaliste ou un site d'être un minimum critique dans le sens premier du terme, quoi. Après la galère, c'est que si t'appliques ce raisonnement là parce que là en gros on parle juste de dire qu'un album est pas terrible ou qu'un artiste c'est peut-être fourvoyé dans un truc et tout, donc c'est pas très grave en fait en soi. Par contre quand tu vas avoir des reproches plus graves à faire, tu vois, que ce soit sur des agressions ou des trucs comme parce ça. que notamment dans le milieu rap, ces dernières semaines, Moi la Squale, Romeo Elvis ont tous été épinglés pour des faits de comportement qui vont de simples remarques homophobes pour cobalader à vraiment des témoignages en fait d'agression et de harcèlement sexuel. Et par contre, il n'y a pas grand média qui s'est fait l'écho de ça, enfin de médias spécialisés rap là-dessus. Bah ouais, parce qu'en fait, en général, ils considèrent que c'est pas leur rôle et que c'est avant tout des médias de divertissement et que ça, du coup, ça sort du truc. Sauf que, en vrai, il y a des news toute l'année sur les extravagances des rappeurs US, sur les faits de violence des rappeurs US, sur le truc. Donc en fait, c'est pas ça le vrai problème. Le vrai problème, c'est qu'effectivement, c'est le truc que Corentin disait, c'est que si tu fais vraiment un dossier à charge sur un sujet comme ça, ouais, là, tu peux avoir peut-être une discussion houleuse avec le boss de label du mec, etc., tu vois. Mais le problème, c'est que si du coup, tu fais l'autruche et que tu fais rien, bah, en fait, tu laisses la porte ouverte. Enfin, tu sais, c'est le principe de l'autruche. C'est-à-dire, ok, tu mets ta tête dans le sol, mais tu tends ton cul. C'est-à-dire qu'en fait, le premier venu après peut venir et genre, c'est porte ouverte. C'est-à-dire que là, nous, on a laissé le terrain du coup à la presse généraliste. Or, la presse généraliste, depuis qu'ils sont emparés de ce style d'affaires dans le rap, j'ai l'impression qu'ils ont tous fondu sur le truc, genre, avec, tu sais, en arrière-pensée, ça prouve quand même ce qu'on a toujours dit sur le rap. C'était une sale culture, ouais, c'est quand même des barbares arriérés, des voyous, machin, etc. Donc, alors, ce qui est génial en plus, c'est que... Et puis quelque part, c'est aussi une autre forme d'autruche qui va en fait juste quand même lever la tête, mais juste dans une seule direction. C'est-à-dire que ça arrange peut-être bien en fait d'avoir un peu, je dirais, ces boucs émissaires de cette culture-là populaire et qu'on méprise un petit peu, parce que ça évite de parler des affaires exactement pareilles, mais qui concerneraient des personnalités plus mainstream ou dans un style. Je sais pas si Étienne Dao d'un coup on découvrait ou peut-être un ministre de l'Intérieur. Ou un ministre de l'Intérieur par exemple. Voilà, mais je pensais plus parler encore
culturel, tu vois, mais genre, voilà, dans le showbiz, je sais pas, Vianney, d'un coup, qui est un agresseur. Non, mais je sais pas pourquoi, non, mais il y a rien contre lui, hein, je veux dire, je sais rien, mais c'était en termes d'exemple, mais voilà, c'est plus facile de dire, ah, mais regardez, comme LD, moi, la squad, tout ça, c'est des vilains, plutôt que d'aller parler, effectivement, de personnalités plus grand public ou voire d'un certain Premier ministre, ouais. Ministre de l'Intérieur, pardon. Mais c'est qu'en plus, après, on n'a pas de preuve que le Premier ministre, c'est pas non plus. Tu vois. Ouais. Mais je voulais juste dire, voire même d'interroger en fait l'histoire culturelle française où on a quand même des Gainsbourg, on a des Brassens qui ont aussi fait des chansons de cul, enfin entre guillemets qui pourraient être jugées sexistes et compagnie, où on a aussi des pervers ou des affaires qui justement auraient pu sortir sur des grands chanteurs français et qui entre guillemets à l'époque ont été passés sous silence parce que justement il y a une sorte de division entre le rap qui, comme tu disais, fait musique de barbare, alors que la chanson française, ça reste quand même le produire local et il faut donner un peu l'image de cette poésie moderne et compagnie, quoi. Ce qui est d'autant plus, je dirais, hypocrite d'un point de vue juste par contre purement culturel, c'est que le rap est devenu quand même ces dernières années une musique qui dépasse largement le cadre un peu de ce truc de niche ou de banlieue. C'est plus une musique spé. Je veux dire, tout le monde fait du rap ou reprend des accents rap. Et je veux dire que même à l'inverse, les rappeurs font de la variété. Ouais, tu prends Gims, tu prends Damso, c'est des gens qui ont largement dépassé les frontières de l'écoute dans une niche sociale. Je veux dire ça. Après, le truc, c'est aussi ça le problème, c'est l'espèce de... Vu que les médias généralistes, quand ils parlent de rap, en fait, c'est pas compliqué, soit ils en parlent pas ou très peu, soit quand ils essaient d'en parler, c'est souvent catastrophique, parce qu'ils connaissent pas, et ils font pas non plus l'effort de se renseigner, tu vois, donc c'est assez nul. Mais, en gros, ouais, moi, l'image que j'utilise souvent, c'est comme si t'étais dans un pays qui parle très très peu de cinéma, tu vois, toute l'année, genre il y a très peu d'actu relayée sous l'angle culturel, et par contre, dès que t'as une affaire, tu vois, donc pour le cinéma, ce serait des trucs de viol, que ce soit Polanski, Weinstein, enfin ce que tu veux, donc tout ce qui est viol, harcèlement, pédophilie, etc. Que là, par contre, les mecs, que la presse de ce pays-là, fasse les gros titres en disant genre cinéma de point machin, tu vois, comme si ça résumait l'intégralité du 7e art, tu vois, sous ce prisme de faits divers glauques, tu vois, machin. Là, c'est un peu ce qui se passe pour le rap. Mais après, comme je t'ai dit, c'est aussi parce que nous, on lave pas spécialement notre linge sale non plus. Donc c'est logique qu'ils s'en emparent, tu vois, parce qu'il n'y a pas de il y a pas de réponse. Genre là, dernièrement, apparemment, il y a une journaliste qui s'est fait virer, une journaliste rap, qui s'est fait virer je crois elle bossait pour 9-2i Disconnected, et en fait suite à ses prises de position sur contre le harcèlement dans le milieu de la musique, en fait elle s'est fait têche pour ça. Elle a communiqué dessus sur Twitter et tout. Elle s'appelle Lola, et en fait ça par exemple c'est une info que France Info a relayée et aucun média rap l'a relayée, tu vois, parce qu'il faudrait pas se fâcher avec un mec chauve qui habite à Miami. Donc en gros c'est tu vois, c'est ultra particulier comme truc. Et en même temps, le fait que France Info relaie ça alors que tout le reste de l'année ils parlent pas spécialement de rap et tout, c'est aussi un problème. Pas le relais, mais le fait qu'ils n'abordent le rap que sous cet angle-là ou presque. Et après t'as aussi tous les autres problèmes, c'est-à-dire que ça suce les rappeurs, mais que commercialement parlant. C'est-à-dire que quand un rappeur a un problème qui est autre, donc que soit une polémique et tout, donc que soit, je sais pas, Medine à l'époque du Bataclan, même Black M pour, tu vois, l'événement complètement Verdun, anecdotique à Verdun où la polémique n'avait aucun sens, enfin, tu vois. En fait, t'as pas tant de papiers que ça, ou de réactions, ou même de, tu vois, je sais pas, de reportages vidéo, ou juste de sujets vidéo qui sont faits pour les défendre, tu vois. C'est-à-dire que c'est vraiment, en fait, quand je te dis ça suce les rappeurs, c'est vraiment uniquement sous l'angle soit tarifé, c'est-à-dire que c'est un plan promo, soit non tarifé, mais toujours pour un plan promo par la presse rap bénévole, où en gros ça va être voilà, tous les albums sont géniaux et tout, et puis ça s'arrête là, quoi, tu vois. Mais c'est vrai que quand t'as un sujet de société qui vient se superposer par-dessus, il y a très très peu de réactions de la presse rap aussi, tu vois. Donc en fait, dans les deux sens, tu vois, ça cumule deux très mauvais côtés du public rédactionnel, quoi.
tu parles notamment un peu de la presse bénévole, mais est-ce que c'est réellement un milieu où il y a tant de bénévoles que ça? Parce que c'est vrai que tu vois, quand j'ai lancé The Pulse, nous on vient un peu de la presse comics, on va dire, et clairement, bah voilà, le comics c'est quoi? Certes, il y a des millions de gens qui vont au ciné, mais vraiment, le comics en tant que tel, c'est 10% du marché de la BD française, et c'est un milieu où justement on s'est rendu compte, et on savait, parce qu'avec Corentin, on fait ça depuis quelques années, et on est passé par la case bénévole, mais que justement, c'est un milieu où en fait, il y a quasiment que ça, il y a quasiment que des bénévoles, et on a un peu cette même problématique du fait que les grands médias, en fait, alors heureusement, c'est pas que avec des sujets de société, parce que même si on en a aussi, c'est pas ce qui fait les gros shows, mais grosso modo, nous, nos faits de société, c'est quand un film arrive ou quand une nouvelle série débarque sur Amazon Prime Video. Et en dehors de ça, bon, bah les comics, j'ai envie de dire, on s'en branle un peu, tu vois. Mais le rap, c'est quand même vachement plus, ce que je disais avant, c'est quand même vachement plus grand public, et du coup, ça m'étonne un peu de me dire que, en fait, ouais, t'as tellement de bénévoles là-dedans, d'une part, et surtout, alors pourquoi les médias qui sont professionnalisés ont peur, c'est parce qu'il y a vraiment une telle promiscuité. Pardon. Alors, honteux. déjà, pour la première question sur les bénévoles, si, il y en a, parce qu'en fait, il y a profusion de nouveaux médias rap sous plein de formes possibles. Donc, Après, j'ai envie de dire, est-ce que ouvrir une chaîne YouTube pour décortiquer un album ou faire des stories sur Instagram pour dire j'ai bien aimé ce son, c'est vraiment, non, tu vois, il y a des limites aussi à ce que c'est vraiment le journalisme dans ce cas-là. Ouais, bien sûr. Non, après, quand je te dis bénévole ou même semi-bénévole, si on veut élargir à ceux qui n'en vivent pas, mais qui peuvent avoir quand même un micro-revenu par leur activité. Non, ce que je veux dire par là, je compte ceux qui produisent quand même du contenu, tu vois. Donc ouais, effectivement, je vais pas compter juste un compte Twitter qui fait des threads. Encore que parfois tu pourrais dire que il y a des threads qui seraient plus intéressants que des articles. Il y a des threads qui sont plus intéressants que des articles, où tu apprends plus de choses. Mais effectivement, non, c'est plus sur la régularité du contenu, en fait. Et mais ouais, t'as malgré tout alors c'est uniquement sur internet évidemment. T'as malgré tout pas mal de bénévolat. Déjà parce que y a ce que tu disais, c'est-à-dire que quand tu débutes, c'est très compliqué de te faire payer pour parler de rap, tu vois, concrètement, sauf à intégrer illico une grosse structure. Donc ouais, il y a déjà tout ce côté-là, et ensuite il y a le fait qu'ils sont vraiment très 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 nombreux, donc forcément tout le monde peut pas décrocher direct la timbale et tout, donc c'est pour ça qu'il y a malgré tout pas mal de bénévoles. Après, pour la deuxième question, en fait ça, parce que pour revenir sur ce problème-là, c'est pas parce que c'est des contenus non journalistiques que c'est des mauvais contenus. C'est-à-dire que tu peux produire des trucs qui sont extrêmement qualitatifs en partenariat, en gros, avec le rappeur ou sa maison de disques, tu vois. Tu peux faire un contenu... je sais pas... genre moi, par exemple, je fais rap-jeu. Rap-jeu, c'est pas... Enfin, si je commençais à prétendre que c'est du journalisme, enfin, genre, jetez-moi des cailloux, tu vois. Enfin, il y a un moment où tu dis non, c'est juste du divertissement, il n'y a pas d'édito, et c'est pas parce que t'apprends 2-3 trucs au gré d'une question ou quoi, voilà, ou qu'il y a un mec en robe de chambre qui dit oui, en telle année il s'est passé ça, que soudainement ça devient waouh, on fait ça pour la culture. Non, on fait ça pour l'argent de Red Bull et puis pour rigoler, c'est tout, tu vois. Donc, non, ce que je veux dire, c'est que même chez les autres, tu vois, tous ceux qu'on pourrait citer, que ce soit Rapélite, Bouscapé, je sais pas moi, vraiment tous, hein, sans exception, tu peux produire de l'excellent contenu, soit divertissant, soit, on va dire, ludique, informatif, tu vois. C'est juste que ce sera pas du journalisme, ça va être du contenu autour d'une thématique rap ou d'un artiste. Par contre, pourquoi du coup t'as cette espèce de hantise, c'est même pas une hantise maintenant, c'est juste une habitude qui a été prise comme ça. C'est-à-dire que c'est vraiment des gens qui vont avoir tous les prétextes du monde pour ne jamais être critiques. Comme je t'ai dit, tu vois, y en a, ils vont te dire notre business ne fonctionne pas comme ça. D'autres, ils vont dire c'est pas notre rôle. D'autres, ils vont carrément te dire on n'aime pas faire ça. Et d'autres, ils vont te dire oui, effectivement, on craint les fanbases, les retours, les trucs, les machins. Mais donc en fait, tu peux avoir toutes les excuses du monde. D'autres qui peuvent te dire aussi par goût, on n'a pas envie en fait de perdre notre temps, justement, vu qu'on n'est pas ou peu payé,
on préfère parler de ce qu'on aime plutôt que de se forcer à machin. Mais voilà, ça, encore une fois, ceux qui nous écoutaient savent que notamment nous, c'est des choix qu'on faisait où on se disait, bah oui, on a une telle quantité de temps, il y a tellement de bouquins qui sortent chaque mois. Effectivement, bah, on préfère mettre en avant les trucs qu'on a envie de faire kiffer, quitte à ce que ce soit des trucs vraiment encore plus de niche dans un truc qui est déjà de niche, plutôt que de s'évertuer à taper sur le gros truc que de toute façon, au pire, tout le monde va acheter parce que, bah, après, il y a un intérêt à la critique, il y a un intérêt effectivement à être aussi négatif, mais quand tu as effectivement que ce laps de temps limité, ou juste parce que effectivement, bah, t'es pas non plus payé 12 millions par mois, bah, en fait, bah, voilà, tu préfères faire des choix. Et après, cette crainte du de la fanbase, c'est peut-être aussi un argument qui est devenu de plus en plus régulier au fur et à mesure que les fanbases ont pu se développer et avoir un écho de plus en plus important auprès des médias ou des gens qui parlent de... Bah, c'est beaucoup les réseaux sociaux aussi. Ouais. Ouais. Après, il y a un truc, pour le coup, historique dans la presse rap qui explique ce positionnement-là. C'est que vu que si tu remontes, faut toujours remonter à la source. Si tu remontes à la source, donc on n'est pas aux États-Unis, on est en France. Donc, vu qu'on est en France, on n'est pas dans un pays où le rap a été spécialement aimé ou respecté. Donc l'économie en fait des médias rap, c'est juste qu'ils n'ont pas eu le choix. C'est-à-dire que les seuls qui leur donnaient de l'argent au départ, c'était les gens directement liés au rap en fait. Les marques ne voulaient pas en entendre parler. Maintenant, il y a plein de partenariats avec des marques, mais c'est ultra récent en vrai dans l'histoire du rap. Dans l'histoire du rap, ça aurait dû arriver il y a 20 ans, tu vois, par rapport au succès commercial et tout. Là, tu vois, on voit bien tout ce qui est sponsoring, que ce soit des marques de soda, des marques d'alcool, des marques de sap. Enfin, tu vois, l'historique de Lacoste, c'est ça. Enfin, c'est des mecs qui ont rejeté le rap, mais qui ne voulaient pas entendre parler ni de rappeurs, ni du public que ça leur apportait. Alors pourtant, ils acceptaient. Enfin, ils ont jamais refusé de vendre un polo à Nkaira, tu vois. Ouais, non, c'est ça. C'était une marque qui était prisée dans le milieu. Oui, non, mais je veux dire, à la tête de la marque, ils ne voulaient pas. En fait, ils étaient dans le déni de cette clientèle-là. Donc c'était vraiment terrible. Ils se sont mis, mais pas au bon moment, du coup. Enfin, pas avec les bonnes personnes. Et du coup, après, ouais, ils ont eu un super flair, puisque ouais, ils ont pris ils ont pris Roméo Elvis et moi à la squale. Mais donc félicitations, ça valait le coup de rejeter Arsenic à l'époque. Mais en gros, donc quand tu n'as rien en appui ni en reconnaissance, c'est-à-dire que le côté mainstream institutionnel va pas te reconnaître non plus. Là, c'est même plus en termes journalistiques ou quoi, c'est juste même en créateur de contenu intéressant. C'est-à-dire que c'est juste, il y a des mecs bizarres qui font des sites sur le rap, voilà. C'est jusqu'à très récemment, pareil, je pense que les journalistes rap, ils étaient vus comme des espèces de fans améliorés, mais personne, tu vois, n'imaginait un quelconque professionnalisme derrière. Donc quand t'as rien en fait à ce point-là, bah ça conditionne ton économie, et donc ton économie devient complètement dépendante des seuls secteurs qui peuvent te filer de la thune. Et donc c'est comme ça en fait que l'économie de la presse rap s'est fondée. Donc évidemment ça engendre un certain traitement de l'info. Et après, bah, c'est pareil. Si tu fais que du contenu sponsor, à part certaines marques plutôt ouvertes, tu vois, bah, elles veulent pas non plus de la critique ou du drama, tu vois. Donc c'est aussi ça. C'est-à-dire qu'on est aussi, je pense que le pays dans lequel t'es et surtout la considération de la musique, donc en l'occurrence le rap, dans laquelle t'évolues, conditionne en fait ce journalisme-là, parce qu'il y en a d'autres qui vont plus faire de la psychologie de comptoir et qui vont te dire, en oubliant l'aspect économique, ce qui à mon sens c'est très con parce que c'est quand même ça qui va tout conditionner, mais il y a aussi le fait que, et là ça concerne particulièrement les bénévoles, que c'est des gens qui veulent un petit peu pas protéger le rap, mais le remettre un petit, lui redonner le respect qu'il a pas, tu vois. Et donc, si tu additionnes ces deux trucs-là, c'est-à-dire le fait que tu dépends économiquement et que tu n'as rien d'autre, parce que c'est ça aussi, quand tu as, tu vois, si tu prends une autre presse qui peut se permettre de critiquer, etc., et c'est parce qu'en fait, leur modèle économique repose pas, en tout cas jamais entièrement, sur l'industrie qu'ils sont censés chroniquer, etc., de manière positive comme négative. C'est-à-dire que si demain, c'est Luc Besson qui possède Première, c'est un problème, tu vois. Alors que le fait qu'au KLM, c'est bon, maintenant ça n'existe plus, mais que c'était littéralement la propriété d'un rappeur et de ses associés,
personne s'est jamais dit ouais peut-être que c'est tendu. Et après, bon, j'ai cité OKLM, mais c'est pareil, c'est pareil pour tous les autres, sauf que ça va pas être un rappeur en particulier, ça va être au gré des plans promo. Mais en gros, c'est ça le truc. C'est pas la presse rap qui s'est réveillée un matin en se disant, genre, on va tous être des vendus. C'est en mode, ok, comment on fait de l'argent, et t'as une seule main tendue, et du coup, il se trouvait que c'était celle-là, quoi. Mais si on prend par exemple toi tes papiers que t'écris, alors tu peux dire que c'est de la déconne, que c'est pour l'humour, etc. Mais t'as été à charge parfois, même souvent dans les récaps, dans des articles sur Rof et compagnie. J'ai pas spécialement l'impression que tes éditeurs, tes rédacteurs en chef t'aient cassé les couilles par rapport à ça. J'ai pas vu de shitstorm particulière de fanboy sur le sujet et ça a pas annihilé ta carrière comme tu disais tout à l'heure. Donc en fait, est-ce que vraiment c'est inextricable? Est-ce que c'est pas juste une parano pour se justifier? Ou au contraire, est-ce que tu as vraiment un statut d'hyper privilégié dans ce milieu? Non, je pense pas parce que malgré tout, il en existe quand même, tu vois. C'est juste que j'ai plus les noms. Mais après, c'est ultra marginal dans la presse rap, mais il y a quand même des. Bon, après, je sais pas, ouais, je pense qu'on doit être 5, mais bon, ça existe quand même. Et je pense que ça a tendance à pas forcément se multiplier, mais à peut-être se démocratiser un petit peu. Parce qu'en fait, c'est juste. Enfin, tu sais, c'est juste le mec qui a peur du saut à l'élastique, tu vois. C'est ok, ouais, c'est peut-être impressionnant, mais en fait, t'as toujours le truc pour te rattraper, donc il va rien t'arriver en vrai. Et après, c'est aussi moi ce qui me sauve entre guillemets, c'est le côté freelance, c'est-à-dire que ce que je peux pas faire chez un média, je le fais chez un autre, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc on va dire qu'il y a évidemment parce qu'après il y a d'autres soucis qui peuvent rentrer en compte, tu vois. Par exemple, Move étant une radio du service public, je peux évidemment pas faire ce que je fais je sais pas moi chez Check par exemple ou même chez Vice, et inversement des trucs que je fais chez Move qui sont plus pour le coup beaucoup plus sérieux et beaucoup plus pas spé, mais on va dire un peu plus justement un peu plus historique, rétrospective et tout. Ça va moins intéresser les autres, etc., etc. Red Bull, c'est encore d'autres problématiques parce que eux, ils ont la vision genre l'image de la marque Red Bull, tu vois. Donc donc techniquement, disons qu'il y aura probablement de moins en moins de vannes impliquant Freeze Corleone, je pense. mais voilà, ouais, c'est moi j'arrive à trouver mon compte comme ça en jonglant. Et après, non, franchement, pour moi, tu peux dire ce que tu veux. Hein. C'est pas. Il faut juste avoir le média qui accepte de diffuser ce que tu écris ou ce que tu vas dire. Ouais, voilà, c'est ça. Mais au pire, je sais pas, au pire, tu fais un blog, une chaîne YouTube, un pauvre site, et c'est bon, ça va, tu vois. Ouais, vas-y. Je sais pas si tu penses, non, que si justement t'écris tu vas sur splinter.wordpress.com et que tu commences à déblatérer tout ce que tu veux sur n'importe quel artiste ou même sur des politiques ou n'importe qui, que après le move va forcément te dire vas-y, reviens, sachant que tes frasques seront aussi connues. Ah, tu veux dire genre si je lâchais tous les médias pour lesquels je pige et que j'allais dans non, c'est juste que demain tu vas au Move pour faire ton émission, mais le soir d'avant t'as écrit un gros papier pour dire que un tel est un pointeur dans le rap, hein, je veux dire, okay, un tel est un pointeur, l'autre c'est un connard, enfin voilà, mais tu dis c'est mon WordPress, donc c'est mes écrits, c'est ma parole qui m'appartient à moi. Ouais. Vous l'avez pas diffusé, mais par contre après quand tu vas revenir dedans, tous les autres savent quand même que t'as traché. Ouais, du coup ouais, ça c'est déjà le cas en fait, hein. Pour le coup ouais, ça c'est déjà arrivé, c'est déjà le cas. Après si la question c'est est-ce que du coup ça peut poser un problème avec les médias? Non, personne m'a jamais cassé les couilles sur genre personne m'a jamais dit genre t'as écrit ça sur un autre média et donc tu peux pas tu vois, non, ça j'ai jamais eu. Ça, je pense que tu peux l'avoir. Vous mentez, monsieur Sarr. Mais sur quoi? Parce que là, on parle du journalisme spécialisé, mais après, t'as des avis sur d'autres sujets, comme la politique, par exemple. Ouais. T'avais fait une vanne une fois sur une certaine écrivaine d'extrême droite. Et tu vois, ça, par exemple, c'est pas autorisé, tu vois. Un journaliste rap a pas le droit d'avoir une opinion politique, en fait. Du coup, ça rejoint ce que tu disais avant sur les personnes dans ce milieu qui veulent pas se prononcer. Et donc toi, tu as pu te prononcer à de multiples reprises.
Et ça t'a effectivement valu de la suspension et même les ires d'une dame qui a fait des romances porno en banlieue, tu vois. T'as quand même eu quelques faits. Mais en fait, c'est le média dans lequel je l'ai dit qui a été obligé de prendre des mesures contre moi, tu vois. Mais tous les autres en avaient rien à foutre. C'est-à-dire que c'est ce que je te dis. Ça peut être comme par exemple. Genre je me suis déjà fait refuser des papiers, tu vois, dans un média, et après du coup je les refourguais à un autre. C'est ça, pour le coup, c'est le droit de ce média-là. Maintenant, Move, le vrai problème, c'est que vu que ils appartiennent au service public, donc ça veut dire que si tu montes dans la chaîne hiérarchique, en fait, au sommet, t'as le ministère de la Culture, et donc en fait c'est ça. Maintenant, en vrai, pour cette histoire-là, le vrai truc, c'est que maintenant on peut le dire parce que il y a plus. Il y a prescription. Donc un petit rappel des faits pour ceux qui connaissent pas forcément l'histoire. Que s'est-il passé ? Donc en fait, c'était en pleine polémique Nick Conrad, donc qui était un rappeur qui avait fait un morceau qui s'appelait Pendez les Blancs, et il était passé dans l'émission de Pascal Praud. Et donc il s'était retrouvé face à une meuf qui s'appelle Charlotte Dornelas, qui donc lui avait dit genre en gros si vous n'êtes pas content, rentrez chez vous, alors qu'il lui avait dit 3 fois qu'il était français. Et donc j'avais fait des recherches sur cette charmante dame, et j'étais tombé sur une autre émission où elle disait à un mec non mais ça suffit avec la repentance, parce qu'il y a un truc qu'on dit jamais, c'est quand même si l'esclavage a été aboli, c'est quand même grâce aux blancs. Et donc en gros dans mon passage dans l'émission sur Move, j'avais repris cet audio là et je disais bon, là on voit direct que c'est pas le couteau le plus affûté du tiroir, parce que ça revient à un avocat de Pointeur qui dirait ouais, certes, il l'a violé, séquestré pendant une semaine, mais après, il a quand même fait le choix d'arrêter et de la libérer. Et tu te dis, ouais, donc il y a vraiment, c'est des demi-cerveaux, tu vois, qui peuvent dire des trucs comme ça. Et en gros, et après, donc, je ponctuais mon intervention en sortant mon téléphone, en checkant et en disant, ah putain, j'ai reçu un SMS d'Al Capote, qui est donc un rappeur connu pour faire des rimes multisyllabiques, qui dit, ouais, parce que j'arrivais pas à retenir bien le nom de Charlotte Dornelas, il dit moyen mémotechnique, ça rime parfaitement avec salope grosse pétasse, tu vois. Je précise qu'en plus c'est pas une insulte, c'est juste de la phonétique, c'est-à-dire que ça rime vraiment parfaitement avec ça. Et pour le coup ça tombait bien que ce soit un peu dans l'insulte, par le plus grand des hasards. Ouais, voilà, tu vois. Ça aurait fait trop de choses. Ouais, ça aurait pu être complètement autre chose, tu vois. Ouais. Et donc après, le vrai truc, c'est que en vrai, ça Move s'en battait les couilles complètement. Le vrai truc qui s'est passé, c'est que la fachosphère, genre tu vois F de Souche, Damien Rieu, tout ça, en gros tous les mecs qui sont en gros c'est tous les mecs qui se prennent pour Jean Boulin, alors que bon, à part foutre du jambon au rayon halal de leur Franprix, ils ont pas fait grand chose, tu vois. Enfin ça et des threads sur Twitter. Et probablement pointer leur sœur ou je ne sais quoi, mais en gros. Donc ces mecs-là, en fait, ils ont cuté juste les 16 secondes du texto, ouais, en taguant Move, Radio France et Marlène Schiappa, et en disant c'est dégueulasse, c'est tout machin, sexisme, vous allez pas réagir parce que là c'est une meuf d'extrême droite, donc forcément vous en foutez et tout truc. Probablement qu'ils ont mentionné le compte officiel du CSA aussi, enfin un truc comme ça. Oui, parce que c'était injure publique sur le service public. Voilà, injure sur le service public, ouais. C'était ça. Et en gros, en vrai, ça a pas pris. Mais après, un mec qui s'appelle Gilles William Goldnadel, qui a également beaucoup trop de temps libre, est venu chez Pascal Praud du coup pour parler de ça. Et alors lui, c'était génial parce que son angle, c'était littéralement: moi, on m'a fait chier quand j'ai fait des vannes sur Nafissatou Diallo. Pourquoi on le fait pas chier lui? Donc, c'est-à-dire que le mec s'en bat les couilles du sexisme. C'est même pas genre pour protéger Charlotte Dornelas. C'est juste genre ouais, je suis pas content. genre moi, on m'a dit que j'étais négrophobe. Pourquoi? Donc du coup, ils mettent ça avec Pascal Praud qui dit, tu vois, d'un air méga solennel. Moi, si je dis ça, demain, je suis renvoyé. Demain et tout. Et en fait, quand tu connais l'historique de Pascal Praud, il a dit bien pire à plein de reprises. Mais donc, bref. Et donc, ça a relancé la machine.
Donc suite à ça, Marlène Schiappa, elle est retaguée par plein de gens sur Twitter. Et donc, elle se fend d'un tweet où, étant, comment dire ça respectueusement, disons qu'elle est plus... Ouais, disons que... Enfin, niveau QI, tu sens, elle est entre l'épagnol breton et l'escargot, tu vois. Donc en gros, elle a rien vérifié. Elle ou son équipe de branleurs. Donc Ouais, ils ont fait réaction à chaud sur juste la non, mais c'est séquence, pas réaction à chaud. Elle a retweeté avec commentaire le tweet de Damien Rieu, en fait. Donc c'est-à-dire qu'elle a directement relayé un mec qui, de base, est lui-même condamné pour incitation à la haine, etc. et qui part faire le crétin des Alpes dans les montagnes pour bloquer les migrants, tu vois. Donc elle fait ça. Elle fait ça en pleine nuit parce qu'elle était en déplacement, je sais pas... dans le trou du cul du Canada ou je sais pas où, et en gros donc le lendemain le boss de Move m'appelle, il dit bon bah voilà, là vu qu'elle a réagi, bah on est obligé genre de prendre une mesure symbolique et tout, parce que c'est l'État, donc c'est la hiérarchie et tout. Donc je fais moi pas de souci, moi j'étais tranquille parce que j'avais un joker depuis une semaine que j'attendais d'utiliser au cas où ce genre de cas se présente. Et donc ça a pas loupé. Donc en gros, j'ai juste fait un copier-coller du tweet de Marlène, et en mettant juste la photo que j'avais. En fait, moi, j'avais une photo de Charlotte Dornelas qui, dans sa folle jeunesse, mais qui remonte pas vu qu'elle est pas vieille. Donc ça devait être il y a 5-7 ans. Ouais, peut-être 7-10 ans maintenant, tu vois. Était dans une asso, je sais pas, pour les chrétiens d'Orient. Et en fait... son meilleur pote dans cet asso, c'est un mec qui s'était fait têche du FN parce que trop radical. Et donc c'est un mec qui tape des saluts nazis au calme et tout. Et donc j'ai juste mis voilà, donc j'ai parodié le tweet de Schiappa, sauf qu'après j'ai mis je peux malheureusement pas m'excuser auprès d'une femme qui, en plus d'avoir des potes nazis, porte des ballerines de son plein gré, parce qu'évidemment cette conne, elle avait des putains de ballerines. Ce qui est quand même, voilà, c'est dégueulasse. Et donc après, après ça m'a dépassé parce qu'il y a eu un free rime oui, c'est vrai. en trending truc. Et ce qui m'a fait très plaisir par contre, c'est que Schiappa s'est fait tellement pourrir la gueule qu'elle a été obligée de faire un deuxième tweet où elle disait j'entends vos critiques, mais une femme même d'extrême droite, c'est cool parce que c'est cool de reconnaître que Charlotte Dornelas est d'extrême droite et pas juste de droite. En général, il joue sur cette nuance nulle. Droite radicale. Ouais, c'est ça. Comme ça, droite conservatrice. C'est une meuf qui, en plus de tout ce qu'elle peut dire sur l'esclavage et tout, qui va t'expliquer. Alors moi, j'avais aussi une autre vidéo, mais je l'avais déjà utilisée, où c'était sur une loi dans je sais plus quel état de bouseux aux États-Unis, où ils interdisaient l'avortement même en cas de viol ou un truc comme ça, et du coup le débat c'était ça, et elle donc elle est face à un contradicteur, et le présentateur lui donne la parole, dit ouais, donc du coup vous en pensez quoi? Elle fait ça dépend par le quoi, parce que moi déjà je suis contre l'avortement de base, donc voilà, donc ce que je veux dire c'est que voilà, c'était très drôle de voir Schiappa voler à son secours, et donc Schiappa après s'est mis à dire en gros même une femme d'extrême droite, en fait vu que c'est une qu'en gros ouais, c'est pas même si on partage pas les mêmes idées, en gros l'idée c'était on n'a pas le même maillot mais on a la même passion, tu vois. Donc en gros après elle a plus jamais communiqué sur ça, et du coup je crois que 2 jours plus tard j'étais de retour sur Move. Ah oui, donc c'est-à-dire qu'en fait dans la réalité j'ai jamais été suspendu, c'est vu que j'étais pas programmé sur l'émission d'avant, et voilà, donc j'ai juste fait un retour tranquillou, et voilà. Mais effectivement à vrai dire, je savais déjà que Schiappa était vraiment pas fut-fut. Mais là, ouais, je me suis dit, ouais, en plus, elle bosse pas, quoi. Parce qu'elle aurait pu réagir sans relayer Damien Rieu. Oui. Et elle l'avait pas fait, donc voilà, tu vois. Mais est-ce que toi, tu t'es dit, justement, après ça, faut que je fasse gaffe à ce genre de conneries? Non, en général, quand il arrive ce genre de truc, ça me rend encore plus con et plus gamin. Donc, t'as bien vu, enfin... Oui. C'est pour ça que je pose la question quand même, tu vois. Non, moi, c'est vrai que dans ces trucs-là... ça, en fait, tu sais, t'as ce truc, cette légende de... Genre, tu sais, avec l'âge, tu t'assagis et tout, et moi, en fait, je deviens juste plus... consterné, parce que plus saoulé, en fait, parce que je vois, tu vois. Dire des trucs où avant je calculais pas, où je passais l'éponge, là vraiment c'est des trucs où je regarde et je fais ouais non, c'est vraiment abusé, c'est vraiment des sous-merdes et tout, et voilà, tu vois. Mais après moi je suis content parce que
Bon, déjà, Charlotte Dornelas elle-même, elle a jamais réagi. Elle ne voulait pas réagir justement parce que à chaque fois qu'il y avait un rebond sur l'affaire, bah, des mecs repostaient la photo, en fait, vu que maintenant ça faisait partie du narratif de cette histoire. Et donc, elle, étant permanente à CNews, ça la mettait pas super ultra bien d'avoir l'image d'une meuf qui, de base, est plus ou moins proche du néonazisme, tu vois. Donc non, elle, il y a une parce qu'en fait, ce dont Radio France avait peur, c'était d'une attaque pour injure publique. Ouais. Et en fait, mais moi j'étais sûr, et c'est juste qu'ils m'ont pas cru, mais moi je savais que ça pouvait pas arriver en fait. Par rapport justement. Voilà, c'est à ce Joker que t'avais. Ouais. Bah, par rapport à ce Joker et par rapport à son. Si tu veux, quand t'as dans une affaire comme ça, quelqu'un d'inconnu comme moi face à une figure médiatique, c'est la figure médiatique qui a tout à perdre. Moi, tu vas me faire quoi en vrai? Bah, je veux dire, moi je parle de rap et de cinéma, bonjour, au revoir. Enfin, voilà. Mais justement, pour revenir par contre sur le rap, le fait que t'es quand même. Rester sur Charlotte et Marlène. je sais pas, non, parce que ça s'éloigne un peu trop de l'angle culturel. Mais par rapport à cette promiscuité entre les labels et les médias, par rapport au fait que t'as beaucoup de gens qui osent pas forcément dire du mal parce que ça peut être mal perçu, tu peux être blacklisté, est-ce que un peu en parallèle de là où du coup tu t'es vraiment accroché avec une figure publique, le fait d'avoir aussi des propos, parce que t'es quand même assez libre, je pense, dans ce que tu dis, ça a pu t'avoir des problèmes avec les rappeurs parce que alors je dis pas que j'ai envie de prendre l'exemple juste de la série Validé qui est sortie en début d'année sur Canal+, où tu vois bien que les rappeurs, si tu leur dis pas du bien, ils peuvent limite s'en prendre à toi et venir te dire, te faire les gros yeux. Est-ce que c'est quelque chose, du coup, est-ce que tu as pu avoir genre des bifs avec des rappeurs suite à des propos que t'avais eu, et pas forcément déplacés, mais juste parce que t'as dit enfin bref, voilà, t'es aussi connu pour expliquer qui est Migos à un rappeur français, ce genre de choses, en fait, tu vois. Rof l'avait pas mal pris, hein. Non. C'est un truc que je pense peu de gens imaginent, mais Rof s'en battait vraiment profondément. Donc en fait, non, pour lui, c'était pas un truc. Mais au-delà du Karov, quoi. Est-ce que c'est vraiment, est-ce que tu as pu avoir des mauvaises accroches avec des rappeurs parce que t'étais pas, j'ai envie de dire, à les caresser dans le sens du poil? Ouais, bien sûr, j'en ai eu. Après, j'en ai pas eu tant que ça, en fait, étrangement, parce que j'ai l'impression qu'en gros, tant que c'est fait, en fait, j'ai l'impression qu'ils prennent plus mal quand ça vient pas, du milieu rap, en fait, quand c'est pas une critique interne, quand c'est pas argumenté. Donc du coup, moi j'avais eu un truc avec Medine, mais tu vois, c'était pas par écran interposé, donc c'était vraiment pas. Et après, non, mais après en fait, c'est juste que j'ai la répute du connard en fait, en gros. Donc c'est quelque chose que t'as voulu construire? Non, je me suis pas réveillé un matin en me disant ouais, je vais être le connard et tout machin. Non, c'est quelque chose avec laquelle je suis né, je pense. Un caractère de merde. C'est l'inné versus l'acquis. Mais non, je pense que parce que des gens par contre m'ont dit, des rappeurs, genre t'as pensé quoi de tel truc? Et direct après, ils disent, genre, je te demande, parce que, genre, on sait que, ouais, genre, tu vas pas mâcher tes mots et tout, machin, tu vois. Donc, il y a ça, ou alors, il y a le côté, ouais, non, mais toi, de toute façon, t'aimes rien et tout, machin, tu vois. Mais il y a pas vraiment. En fait, tant que ça reste sur l'artistique, non, ça va. Quel regard un peu tu portes sur l'évolution de ce secteur journalistique vraiment axé rap par rapport à tes débuts? Qu'est-ce qui a pu changer? Parce que même dans les modes de consommation, il y a eu l'explosion du stream qui a quand même largement modifié la façon dont on consomme le rap. Est-ce que ça a aussi eu un impact sur la façon, enfin c'est une question où j'imagine qu'il y a un oui et que tu vas nous expliquer pourquoi. C'est vraiment plutôt qu'est-ce qui a changé là, c'est depuis que tu officies dans ce domaine. Uniquement par rapport au stream ou de manière générale? De manière générale, sur vraiment le journalisme culturel sur le rap. Alors de manière générale, déjà, c'est qu'il y a plus d'argent sous connement. Il y a beaucoup plus aussi de médias rap spé. Qui est-ce qui a changé?
Ah oui, et puis à l'usure, le regard extérieur en termes business a changé aussi. Donc là, je te parle plus des marques, des trucs. Enfin, tu vois, moi concrètement, si tu m'avais dit que tant qui fait ça, que les produits laitiers et Red Bull allaient se mettre à injecter de l'argent pour avoir des émissions tenues par des rappeurs, enfin, je me serais dit ouais, mais il est où le rapport? Enfin, c'est bizarre, tu vois, c'est vraiment. Ça, c'est parce que c'est devenu cool. Oui, bah en fait, c'était déjà cool avant, mais là, c'est les marques qui prennent conscience du truc, qui disent ok, en fait, c'est ça qu'on veut, tu vois, à la même échelle que, je sais pas, des influenceurs, influenceuses Instagram ou je ne sais quoi, tu vois. Donc ça, ouais, ça a changé. Après, bah, par rapport au streaming, je pense que le streaming, ça a permis de quantifier un truc qui était ultra sous-estimé. Parce qu'avant le streaming légal, bah, t'as eu une période sombre un peu où t'avais le peloton de tête des têtes d'affiche, quoi, le peloton de tête d'affiche. Et t'avais vraiment le gros des sorties rap qui était qui plafonnait vraiment à des ventes pas du tout à leur hauteur, mais qui étaient écoutés partout parce que ils étaient téléchargés, et quand t'avais pas décroché en fait la fanbase mainstream qui va consommer vraiment en magasin ou qui va demander à ses parents de lui acheter les albums, etc. machin, bah ouais, en fait, tu vas être écouté à mort, mais clairement, personne va acheter ton album ou ton street album ou ta mixtape. Et le stream légal a permis, même si il y a plein de problèmes posés par le streaming en termes de rétribution d'artistes notamment, mais ça permet de quantifier. Donc, c'est très compliqué parce que tu avais beaucoup de gens, et là, ça peut aller du propriétaire de salle au programmateur radio, au propriétaire de boîte, en passant par un chef de projet d'une marque, de dire d'être dans le déni, de dire ouais, mais est-ce que ça marche tant que ça le rap, tu vois? Là tu peux plus, c'est mort. Enfin, c'est que des rappeurs ou presque qui vont truster les certifications or, platine, diamant, que ce soit sur des singles, des albums et tout, avec des chiffres vraiment vraiment monstrueux. Donc ça, en fait, ça oblige à un petit changement de regard. Bon, par contre, le truc, c'est que c'est aussi un angle qui maintenant est vu et revu. C'est des gens qui, en fait, ne savent toujours pas parler de rap en tant que musique. Donc, ils vont te parler que de chiffres. C'est un peu le LinkedIn rap, c'est-à-dire que c'est des gens, ils vont faire des articles entiers sur ouais, quand on observe la courbe du stream, le machin, t'es là, tu fais ouais, c'est cool, tu vois, c'est bien parce que tu sens un respect, mais le respect, il est juste financier, en fait. C'est financier, voire juste sur des chiffres. Mais effectivement, ouais, ça change. Et du coup, t'as un peu le retour, je pense, à ce que... Alors moi, je suis un peu trop jeune pour l'avoir vécu vraiment de plein fouet en le comprenant. Mais c'est-à-dire, quand le rap devient à la mode, entre guillemets, en France, t'as ce truc d'effervescence où tout le monde veut un peu son rap ou son rappeur ou son segment rap, machin. Là, en ce moment, t'as un petit peu ça, mais c'est toujours fait de manière ultra superficielle, en fait. Mais justement, t'as pas l'impression qu'il y a aussi une sorte, tu parlais tout à l'heure de recherche, une sorte de retour ou même de développement un petit peu des papiers de fond, d'analyse, je pense à Yard par exemple, ou même Vice ou Check, tu vois, justement, des mecs qui vont aller un peu plus dans le fond des choses et pas juste faire de l'actu, ou même du regardez, il a clippé ça, c'est trop bien, etc. Même toi, t'as fait des cartographies un petit peu justement de l'histoire du rap de Memphis et compagnie, des trucs qui justement parlent à une génération qui a grandi avec ça et qui veut un peu en apprendre plus sur l'histoire en fait de ce milieu-là. Alors, est-ce que j'ai l'impression qu'il y en a plus qu'avant? Non, en vrai, non. Hein. En vrai, non. Okay. Moi, j'ai pas l'impression qu'il y en a plus qu'avant, je t'avoue. Parce qu'il y en a, mais ça reste... Enfin, genre, c'est quoi? C'est peut-être moins d'1%. Si tu ramènes ça à toute la production, tu vois, de news, de vidéos, d'interviews, de trucs d'actu. En vrai, les papiers de fond, de réflexion, il y en a, hein, mais c'est... Enfin, moi, pour moi, on est sur du 1%, quoi. Après, mais c'est cool que ça existe, mais c'est pas encore la majorité. Après, par contre, comme je t'ai dit, tu peux produire du contenu, pour le coup, pas forcément axé sur la partie divertissement,
Et faire par exemple des critiques d'albums qui certes vont être malheureusement toutes positives, donc ça caresse les rappeurs dans le sens du poil, mais qui vont être vraiment fouillées. C'est-à-dire c'est pas quelqu'un qui se force à dire c'est bien parce que c'est bien, ça va vraiment être un truc super étayé, documenté de A à Z, etc. Après, j'ai oublié en fait la suite de la question. C'est pas grave. Bah, de toute façon, moi je voulais rebondir, donc c'est pas grave d'avoir oublié la suite. Mais quand tu mentionnes justement le fait que ce genre de papier de fond n'est qu'un pour cent par rapport à toute l'actu, mais est-ce que c'est vraiment une culture qui a vraiment en fait, j'ai envie de dire, de quoi se reposer sur de l'actu? Est-ce que justement c'est pas un milieu qui bénéficiera à avoir plus de temps de se poser? Parce qu'au final, bon, oui, faire des actus parce qu'un tel fait un feat et l'autre a 10 millions de streams, à un moment tu tournes en rond. Et il n'y a pas quand même des médias. Toi, tu as quand même la chance de pouvoir enfin, parce que tu fais pas de news. Tu fais pas trop d'actu. Donc, tu as quand même cette liberté et quelque part cette chance de pouvoir en fait t'émanciper un peu du diktat de l'actu qui vraiment gangrène énormément de médias encore plus partout, mais particulièrement dans le culturel et dans le pop culturel aussi, où clairement c'est fatigant, et surtout qu'à un moment où t'es tellement pris dans cette spirale que ça devient justement ça devient vide de sens, et alors que justement dans un milieu tel que celui-là, comme dans d'autres, tu as plus de mérite en fait à pouvoir te poser et à proposer quelque chose de simplement juste un peu plus construit, et pas être juste devenir débile à faire de la news. Bah en fait ouais, c'était bon, déjà par rapport à la news, il y a un truc, mais faudrait qu'on reprenne, mais faudrait qu'on voit comment s'organiser pour le refaire. Mais il y avait le truc qu'avec Genono je faisais, donc qui était le récap du mois, où en fait justement c'était une manière de détourner ce truc-là, parce qu'en fait il se passe tellement de choses, et de prendre que les trucs complètement cons, ou alors de mettre des trucs en perspective avec d'autres et tout. Et ouais, ça je pense qu'on y reviendra forcément à un moment, parce que même nous, je pense que ça nous manque un peu. Et après, par contre, ouais, je pense comme n'importe quel secteur culturel, c'est toujours bénéfique en fait de pouvoir se poser, de faire un truc un peu déconnecté de l'actu, tu vois. Pour le coup, alors moi j'ai parfois la chance de pouvoir le faire. Surtout sur Move et sur Vice. Et étonnamment, parfois, elle écrit sur Red Bull. Mais là, pour le coup, d'autres le font. Maintenant, je te dirais que le problème, c'est que c'est surtout de l'écrit. Donc, en fait, tu te coupes tout un pan du public qui est que sur le clic et la vidéo. Et c'est pour ça aussi qu'on a... comment dire, on n'a pas trop le côté patrimoine, en fait, dans le rap français. C'est-à-dire que tu vois, il y a tout le monde qui s'est foutu de la gueule de Koba sur Rap Jobs, qui connaissait pas IAM. Là, pareil, on a... Alors, je sais pas, ça dépend quand ce podcast va sortir, mais au cas où, donc je vais pas dire le nom de l'artiste, mais disons une jeune chanteuse qui nous a fait un magnifique C'est qui Mafia qu'un free. Mais le truc, c'est que quand tu vois, en fait, l'âge de Koba, c'est normal, parce qu'en fait, quand lui, il est en âge de commencer à écouter de la musique, IAM, ils sont déjà sur le déclin, en vrai. C'est-à-dire que quand je dis sur le déclin, je parle pas musicalement parlant, je parle juste médiatiquement. Ils font plus de plateau télé. Vu qu'en plus, Akash et Shuriken, c'est pas Joey Star, donc il n'y a pas des frasques extra-musicales, il n'y a pas de pont avec le showbiz ou le cinéma, ouais, c'est vraiment des musiciens purs. Donc en fait, moi, Koba, ça me choque pas. Par contre, là où c'est un échec, c'est que normalement, tu devrais, même sans devoir être un digger, avoir des médias rap qui, parfois, te font, tu vois, des rétrospectives, des trucs, des machins, y compris à l'écran, y compris en vidéo. Surtout qu'en plus, la dogmatique, c'était mieux avant, ça marche bien en général, tu vois, de faire le rap c'était mieux avant, machin. Donc il y a des raisons à le faire, tu vois, même pour brosser un peu les anciens. Mais t'as des trucs comme ça, genre je pense par exemple à Arte qui a fait justement une série sur l'histoire du rap et tout, ça commence à arriver, mais comme le média est peut-être encore trop jeune en France, il n'y a pas encore ce regard rétrospectif en fait. Il y a ça. Alors en fait, vu qu'il y a quand même, je pense qu'ils ont cramé que c'était quand même un manque et que ça pouvait intéresser des gens, y compris des jeunes, parce que c'était ça la grosse erreur de lecture, c'était de s'imaginer que en gros ça va par génération et que la nouvelle génération ne peut s'intéresser
qu'a son actualité à elle, et genre que ce soit des petits cons qui auraient soi-disant pas les capacités pour s'intéresser à ce qu'il y a eu avant eux, ce qui est complètement faux. Bah déjà, enfin, après moi, mon défaut ma déformation professionnelle, c'est que je vais tout ramener avec un parallèle au cinéma. Enfin, je veux dire, t'imagines si on faisait ça pour le ciné, ce serait une catastrophe absolue. Enfin, moi, je veux bien croire que ouais, quand tu grandis avec les trucs de ton époque, mais il y a toujours un moment où tu vas t'intéresser à des trucs qui ont eu lieu avant, soit parce que t'en as entendu parler d'une manière ou d'une autre, soit juste parce que t'es curieux, tu vois. Et pour le rap, bah c'est pareil. En tout cas, moi, je sais que j'étais comme ça. J'écoutais des trucs assez tôt, mais qui étaient beaucoup plus vieux que moi, quoi, tu vois, qui n'étaient pas du tout de ma génération. Et je pense que, alors pas tous les auditeurs de maintenant, mais c'est sûr qu'une partie peut être que intéressée par des trucs rétro, tant qu'on les bassine pas avec justement le regardez, c'était mieux avant, ce que vous faites et ce que vous écoutez, c'est de la merde, tu vois. Parce que ça, alors ça, c'est aussi un écueil que les gens ils ont, c'est de s'imaginer que tu vas convaincre entre guillemets un jeune en lui pourrissant la gueule et en lui disant hey, regarde mon temps machin, alors qu'en fait c'est le pire truc à faire, c'est la pire pub que tu puisses faire pour ce que toi t'écoutais. Mais ouais, il y a des papiers comme ça sur des sites écrits. Il va y avoir, il me semble, un podcast genre qui va raconter un peu l'histoire du rap en France. Et je sais que avec Mehdi, Nifa et Sandra, je fais un truc qui s'appelle Tier List. Donc en fait, le prétexte, c'est le classement. En fait, je sais pas si tu vois Super Ciné Battle. Ouais. Donc c'est un podcast de... Bon, vraiment, si toi tu vois, mais que les gens qui t'écoutent voient pas, ça sert à rien ce que je viens de dire. Mais disons qu'en gros, Super Ciné Battle, c'est un podcast avec un pitch un peu fou qui est on va classer tous les films de l'histoire. Point. Donc ils prennent tous les films, ils font un méga classement. Donc ça fait je sais pas combien d'années qu'ils le font maintenant. Donc évidemment c'est un truc infaisable et impossible. Et donc nous on a fait ça version rap. Et évidemment la partie classement en fait c'est juste un prétexte de fin d'émission. Mais en fait dans tout le reste de l'émission c'est qu'on revient sur des albums. Et là pour le coup ça peut être des vieux albums entre guillemets. Nous, je crois que notre règle, c'est il faut que l'album ait plus de 3 ans. Je crois que c'est juste ça. Et du coup, ouais, on en prend 5 par émission et on essaie de quadriller un peu plusieurs époques différentes. Parce que c'est ça aussi, vu que le rap, moi, c'est ça aussi qui te fait aimer le rap, c'est que c'est probablement la musique la plus vivante, en fait, actuellement et depuis sa naissance, c'est que t'as du renouvellement constant. Donc en fait, c'est super facile de se noyer complètement dans l'actu. Et si tu prends pas le recul d'avoir complètement oublié un truc, alors qu'en fait ça fait que 2 ans, tu vois. Mais 2 ans pour l'actu rap, c'est une éternité, c'est vraiment une dinguerie. Donc ouais, c'est cool d'avoir ces trucs-là, mais j'ai l'impression qu'en France, justement, ça a tendance à se décanter, ouais, ce côté-là. On parlait d'un truc tout à l'heure avec cette journaliste dont tu parlais, Lola. Ouais. On va dire de manière très grossière, le sexisme dans la presse rap. Il y a dossier. Ah, dans la presse rap. Ouais, dans la presse rap, ouais. Ou alors peut-être même le fait qu'entre guillemets le sujet du sexisme soit traité que par les généralistes dès qu'ils voient une punchline un peu vénère. Par rapport justement aux spécialisés qui eux peut-être ont l'habitude ou connaissent les codes et du coup vont pas en parler. Est-ce que c'est un truc que tu considères qui doit évoluer ou... Bah alors le truc c'est que moi je m'estime mal placé, tu vois, parce que vu que je suis pas une meuf, j'ai jamais eu ces problèmes-là. Bah oui, puis j'ai moi-même harcelé des milliers de femmes, donc non, bah ouais, je pense que c'est un problème parce que si c'est un problème dans toutes les autres presses, il y a aucune raison que la presse rap soit une sorte d'oasis au milieu où tout va bien. Donc ouais, je pense que c'est un problème forcément. Après je pense que c'est parce qu'en fait moi je te dirais bien il n'y a pas assez de journalistes meufs rap, journalistes rap meufs, enfin bref. Mais en même temps, dans les autres presses, je vois pas non plus spécialement beaucoup de meufs. Donc je sais pas si on est au diapason du reste de la presse française ou si on est encore pire. Là pour le coup, j'ai pas la notion. Après c'est vrai que je te dirais que ça manque parce que dans les journalistes rap vachement identifiés, j'ai quand même l'impression qu'il y a très peu de meufs.
alors même que t'en as qui font genre exactement le même travail, tu vois, mais qui sont juste pas spécialement, pas identifiés, pas mis en avant. Donc ouais, à ce niveau-là, ouais. Euh, et après, je pense que ouais, ça doit venir d'au-dessus. C'est-à-dire que tu dois toujours avoir cette espèce de regard. Déjà que vu qu'un journaliste rap est vu de manière condescendante, je pense qu'une journaliste rap doit vraiment être vue comme une groupie de base en fait. Et que du coup, bah, ça c'est encore pire forcément. Parce que, en gros, si toi, t'es vu comme un teubé, tu vois, c'est déjà pas glorieux. Je veux dire, ah ouais, t'es journaliste rap, ouais, bon, en gros, t'es un peu un attardé. C'est voilà, une meuf, genre, ah d'accord, en gros, t'es une groupie en loge, quoi, tu vois. Donc, ouais, je pense que oui, ça doit être forcément. De toute façon, tout doit être forcément pire pour les meufs. Donc, moi, perso, je serais une meuf, je serais déprimé ou énervé toute l'année, tu vois. Parce que, je sais pas, c'est la seule partie de la population qui est traitée comme une minorité, alors que c'est pas une minorité. Donc, déjà, rien que ça, c'est un truc énorme pour moi. Ouais, c'est vrai qu'on a un peu le même problème dans la presse comics, si tant est qu'on puisse parler de presse comics justement, même c'était le cas dans le jeu vidéo aussi en fait. Ouais. Beaucoup de milieux assez masculins où quand une nana débarque, entre guillemets, il y a plus de stéréotypes sur le côté, elle va rien y connaître forcément parce que justement on est entre couilles et on sait mieux qu'elle, tu vois. Ouais, ça je pense que tu l'as. Enfin non, ça je suis sûr que tu l'as. Parce que t'avais... Enfin tu vois, t'as toujours ce truc, ah ouais, les meufs et le rap, ou des gens juste quand ils sont pas d'accord avec un journaliste rap, bah, même ils peuvent l'insulter, tu vois, mais je trouve ça plus noble que juste répondre cuisine, tu vois. Mais ça, c'est vraiment des trucs qui arrivent quand une meuf donne son avis sur un réseau social. T'as vraiment le même cuisine avec la flèche ou un screen avec marqué comment ne pas être misogyne après ça. Enfin, tu vois vraiment des trucs comme ça tout le temps. Donc ouais, c'est sûrement pire. Et après, en privé, je sais quoi, elle se mange des trucs qui sont pas jolis, quoi, tu vois. Que ce soit en message privé, en commentaire, en ce que tu veux. Ou c'est soit des trucs t'es moche, soit des trucs tu suces. En général, ça tourne autour de deux blagues, hein, donc... de deux blagues, de deux attaques, quoi. Toi, sur After Rap, il y a eu Paoline, notamment, et Wafa. Wafa et Narges. Ouais, tout à fait. Ouais. Et il y avait Amy, la présentatrice. Mais Amy étant... donc, c'était l'ancienne présentatrice. Vu qu'elle avait ce rôle de host, on va dire, elle était un peu extraite du truc, parce que du coup, elle donnait pas spécialement son avis. Mais effectivement, tu voyais que une meuf qui donne son avis, ouais, c'était... tu vois, même sur des critères complètement arbitraires, quoi, tu vois. Donc, il y a clairement... Elles t'en ont parlé de ça genre, parce que ça a quand même duré assez longtemps, Pauline, sur After Rap. Ouais, Pauline, elle nous en parlait. Même moi, je lui disais d'arrêter de lire les commentaires, quoi, que ça servait à rien. Okay. Parce que... moi, après, je pense que vous le savez, moi, j'ai une politique sur les commentaires où c'est genre, c'est cool que ça existe, mais j'en ai vraiment rien à foutre. Enfin, j'ai pas de temps à consacrer, en fait. Ouais, c'est un peu... Moi, ce qui m'a fait perdre beaucoup trop de temps ces 3 dernières années, c'est de prêter attention aux commentaires. En fait, c'est un peu con, parce qu'on dit dans les fins de nos podcasts, toujours, bah voilà, vos retours sont les bienvenus, et à la limite, on a aussi des retours critiques qu'on lit, sur lesquels on discute, et moi, j'apprécie. Après, oui, de façon plus générale, et encore, nous, on est aussi dans un milieu de niche, quand on parle de presse comics, on se concentre vraiment que sur la BD. Bien entendu, dès qu'on commence à parler de films ou qu'on commence justement à faire... Enfin, ça, c'est un truc qui se rapproche un peu avec ce que tu dis en début de podcast, c'est-à-dire que les sujets sociétaux sont pas forcément abordés même dans notre milieu de niche, ou par exemple, pour prendre le cas de l'auteur Warren Ellis, on a vu forcément, alors quand le fait initial est tombé, on a grosso modo les autres médias plus moins enfin qui n'étaient pas professionnels en ont aussi un peu parlé. Par contre, les suites de l'affaire, c'est-à-dire quand Warren Ellis fait son statement public, quand ensuite les victimes se rassemblent pour faire un site pour recueillir tous les témoignages et tout ça, avec Corentin, on avait décidé, on avait commencé à en parler, donc on en parlera jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'actualité. À côté, c'était vraiment silence radio. Et par contre, on a forcément là, dans le cas des commentaires, des gens qui viennent nous dire, mais arrêtez d'en parler, arrêtez, on veut pas savoir ça, c'est de la presse people, c'est du voici, on s'en fout, ça n'a aucun intérêt. C'est pas votre rôle. Voilà, non, mais c'est exactement ça, c'est pas votre rôle, on veut pas de ça. Et là, effectivement, il y a un moment où, après avoir essayé d'expliquer que nous, ce qui nous importe, c'est pas que les, voilà, dans ton cas, on dirait, c'est pas que les rappeurs, c'est aussi les personnalités derrière leur musique. Là, pareil, c'est pas juste des auteurs et des artistes et des autrices, c'est
des gens qui sont des êtres humains, et je pense qu'il y a une partie de l'humain qui est intégrante de la culture et que tu peux pas le passer sous silence. Ah bah ouais, Tu peux pas faire l'autruche, même si ça nous fait chier, et encore plus avec le cas Warren Ellis, qui en plus c'est un auteur génial, tu vois. Donc ça veut pas dire que si c'était une grosse merde, ce serait plus facile de le défoncer. Mais voilà, ça a fait chier tout le monde au final de s'apercevoir qu'un grand mec comme ça était capable de tel comportement. Donc oui, dans ce cas-là, effectivement, quand t'as déjà perdu beaucoup trop de temps, essayer de justifier pourquoi en fait tu fais ce travail tel que tu le fais, bah effectivement, bah après les commentaires tu réponds pas. Et alors nous on a de la chance effectivement d'être des mecs blancs, donc c'est con, c'est un peu trop chiant parce que dès que tu commences à parler et d'avoir ce genre de termes de vocabulaire, c'est ah là là putain les gauchistes, les JW et machin. La réalité c'est que clairement Corentin et moi on sera jamais emmerdés pour ce qu'on est dans cette société. Par contre, on s'est quand même pris des sacrés après-midi d'attaques de la part de gens qui supportaient pas qu'on abordait ces sujets. Et j'imagine que dans le milieu, déjà où il y a pas mal d'œillères, si en plus t'es une femme, c'est encore plus relou. Bah ouais, parce que t'as. Alors moi, je pensais même pas quand t'abordes ces sujets-là. Je pensais juste au fait que ce soit une meuf qui donne son avis sur du rap. Ouais, c'est vraiment, moi, c'est plus, je vois plus ça comme la presse jeux vidéo, même si je connais pas, tu vois. Mais ça m'a l'air d'être à peu près ce truc-là, ou des streameuses peut-être, où c'est en gros, t'es une meuf, déjà t'es incompétente, tu connais rien, et puis après, t'as les insultes sur le physique, les trucs sexuels et tout. Et donc ouais, t'as ça. Mais après, non, moi, ma politique sur les commentaires, c'est de base, ça vient parce que vraiment, j'ai pas d'intérêt pour ça, et j'ai pas le temps, du coup, c'est vrai que je m'en fous, parce que je suis pas, enfin tu vois, genre, voilà, moi, je pense que l'image la plus connue de moi, c'est que je suis en peignoir, donc c'est pas vraiment, enfin tu vois, j'ai pas vraiment une attente. Il y a aussi un mème où t'es en plateau. Ah oui, le mème face à Rof, ouais, c'est vrai qu'il y a ça. Mais donc, enfin voilà, tu vois, c'est pas vraiment genre, waouh, on a dit du mal de moi, incroyable, tu vois. Donc non, c'est juste. Puis après, je t'avais dit, moi, j'étais conforté dans ce truc parce qu'à un moment, je me suis vraiment posé la question, genre, est-ce que c'est mal de s'en foutre à ce point-là? Parce qu'il y en a d'autres qui me disaient, bah non, en fait, faut quand même que tu contrôles ton image et tout, c'est pas bien, machin truc. Mais puis après, ouais, j'ai fait l'interview de Jesse Eisenberg, donc acteur qui, entre autres, a fait Lex Luthor dans Batman Superman, mais qui a surtout fait Social Network et plein de bonnes comédies, d'ailleurs. Et bref, et en gros, lui me dit, non, mais en fait, comment dire, je lis pas les commentaires, je lis pas les critiques. Donc là, il parlait des critiques pro, et je regarde pas mes propres films, en fait. Ouais. Et donc, ça peut paraître très chelou et très ouais, je m'en branle et tout machin. Mais lui, en fait, il dit non, en fait, c'est juste que moi, je considère que mon taf, c'est donner le meilleur de moi-même devant les caméras quand je tourne. Et mon taf, c'est ça, en fait. C'est pas de faire le SAV après dessus. Hein. C'est même pas de faire parce que SAV, ça voudrait dire commencer à justifier ou répondre aux trucs. Lui, c'était même pas. Il disait, je suis pas fait pour être au courant, en fait, de ça, tu vois. Et du coup, en fait, donc ça peut être vu comme faire l'autruche ou se protéger et tout machin. Mais après, tu as vraiment le droit de t'en branler, tu vois. Et moi, en fait, je me suis retrouvé dans ce qu'il me disait, parce que, pour vous dire, mes émissions, je les regarde pas et je les réécoute jamais. Donc, et pareil, je m'étais un peu demandé, genre, ouais, est-ce que c'est bizarre et tout. Mais en fait, non, enfin, pour moi, il y a rien de pire que taper son nom dans une barre de recherche. Enfin, c'est vraiment, genre, faites pas ça, tu vois. Même les artistes, déjà, franchement, faites pas ça, laissez ça à un CM ou je sais pas qui, parce que j'ai l'impression que jamais personne n'en ressort de bonne humeur, tu vois. Non. T'as l'impression que c'est... c'est ça que j'avais dit, d'ailleurs, dans la chronique, dans l'émission avec Rof. C'était taper son nom dans une barre de recherche, c'est comme plonger sa tête dans une bassine de merde parce qu'on t'a dit qu'il y avait des pépites d'or tout au fond, tu vois. C'est-à-dire que genre, ouais, tu vas trouver 2-3 commentaires positifs, ça va un peu booster ton ego, tu vas être content. Mais je veux dire, concrètement, sauf si t'es un saint homme et tout, mais je pense même eux, tu dois avoir des mecs qui gratuitement disent, ouais, fils de pute et tout. Donc, je pense que ça sert à rien, tu vois, ça sert à rien d'espérer avoir des trucs. Et encore une fois, les mecs qui font ça ne veulent pas de discussion avec la personne, en fait. Ouais. C'est juste pour moi, c'est pour ça aussi que c'est pas un truc que enfin, si vraiment tu le prends à cœur, ne lis pas les commentaires, mais si tu les lis, n'oublie jamais que c'est pour le coup, c'est juste le côté écrit qui te donne l'impression que la personne est vachement impliquée, mais en fait, c'est l'équivalent
je sais pas, des années 90 où t'es devant ta télé, tu zappes et t'insultes le mec, tu vois. Mais concrètement, genre, dans la demi-seconde qui suit, t'es déjà passé à autre chose. Moi, je pense que même un mec qui laisse un commentaire de 5 lignes, en fait, dans la minute qui suit, il est sur une autre vidéo, un autre site, une autre émission, et il t'a oublié. Et donc, c'est pour ça, faut pas que ça pourrit. Enfin, si ça pourrit la journée de certaines personnes, qui soient artistes, journalistes ou quoi, vraiment, arrêtez de lire déjà, et si vous pouvez pas vous en empêcher, bah, relativiser les mecs, parce que vraiment c'est pas la vraie vie. Enfin, tu vois, je vais pas te refaire le tweet de Tyler the Creator, mais vraiment c'est pas grave, quoi, tu vois. Après, moi je te parle pas de harcèlement ciblé là, je te parle vraiment de commentaires et de trucs comme ça. Ouais, au hasard, ouais. C'est ça. Pour essayer de boucler la boucle de cette émission, en revenant un peu sur ta déclaration initiale, comment on fait pour qu'il y ait une presse avec journalistes dans le rap? Bah alors, moi, si tu veux, je suis assez observateur en fait pour voir ce qui va pas, mais je suis pas du tout assez intelligent pour y trouver proposer des solutions. solutions. Donc non, bah moi je te dirais que plus l'image du rap dans ce pays va évoluer et plus tu auras en fait une vraie presse rap. Parce qu'en fait, c'est ça la base de tout. C'est-à-dire que si tu as une musique qui commence à être vachement respectée, bah forcément, tu vas trouver d'autres sources économiques, donc ça va te donner un peu plus d'indépendance par rapport à ce que tu peux faire ou pas. Donc ça, ce serait le premier point, mais ça, c'est super lent parce qu'on est en France et que c'est comme ça. Mais après, alors ça, c'est un truc, le problème, c'est que je peux pas en parler en détail, mais en fait, moi, je bosse sur un truc qui, pour le coup, est ultra institutionnel. Alors c'est genre à base d'expos, de musées et de trucs sur l'histoire du hip-hop en France, en gros, tu vois. Donc il y a même au plus haut niveau, entre guillemets, tu vois, des trucs qui se lancent, et en fait ils se lancent parce que t'as pour deux trucs, parce que t'as un peu un renouvellement des générations, c'est-à-dire des mecs qui ont pris des tafs dans des structures publiques, culturelles, ultra classiques, traditionnelles, ce que tu veux, mais qui en fait ont eu un amour du rap, tu vois, voire même de la culture hip-hop en l'occurrence. Et parce que en face, les interlocuteurs qui, eux, n'ont pas bougé, bougeront jamais, tu vois, concrètement, parce que bah, plus tu tapes haut dans une hiérarchie, et plus je pense que t'as moins de chances de trouver quelqu'un qui te ressemble, tu vois, en gros. Mais même ces interlocuteurs-là sont devenus un peu plus à l'écoute au fil du temps. Donc, par rapport à ça, ouais, ça se décante un petit peu. Par contre, ouais, c'est super lent. Et puis après, il y a le truc aussi, c'est que il faut se déshabituer, en fait. Enfin, c'est super compliqué de perdre une habitude, en fait. Et quand je te disais 95-99% des médias rap qui fonctionnent comme ça depuis le début de leur existence, c'est super casse-gueule, tu vois, d'essayer d'imposer, de faire une rupture avec cette façon de fonctionner. Toi, t'as jamais eu envie de créer ton média? Non, parce que je suis un branleur. Ouais, ok. Je suis un branleur, et en plus, ça, pour le coup, ça demande du bif et surtout beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps, en fait. Et moi, vraiment, je suis toujours dans une logique où, en fait, tout ce que je fais doit être être payé, en fait. Donc voilà, non, autant après je rechigne pas à filer des coups de main, que ce soit à des médias qui se lancent, ou des clodos comme vous. Par exemple, on t'a pas trop vu retweeter First Print pour l'instant, donc c'est vrai, je retweeterai. Et tu ne me suis toujours pas sur Twitter, d'ailleurs, hein, ouais, mais ça c'est normal. Quel bâtard. Mais non, je pense que ça, monter son média, le truc, c'est que là, je vois pas de débouché suffisant, à moins d'avoir une espèce de mécène derrière toi ou quoi. Mais donc, si c'est pour reproduire les défauts, parce que, ouais, sous prétexte de manque d'argent, allez, une fois, je vais faire une OP, puis une deuxième, puis une troisième, puis au final, en après, vrai, faut baser sur l'abonnement, techniquement, et revenir un peu à ce que... Il y a plus de presse papier, enfin, il y en a eu. Il y a eu de la presse papier rap, il y en a... Il y a vite fait... il y en a encore. Un truc qui s'appelle International Hip Hop, mais je sais pas tous les combien ça sort, qui est complètement indé. En presse. Bon, après, j'imagine. Il y a toujours RAP,
Ouais. mais qui pour le coup est dans le circuit promo traditionnel vraiment. Oui, parce en même temps, bon, faut soit le vendre, soit en fait compter sur le fait que tout est revenu de l'abonnement, mais sinon en fait, tu vas mettre des encores publicitaires, et là on revient au même problème de, voilà, c'est c'est les labels qui en fait te donnent les sous pour produire ton journal. Après, je pense qu'il peut y avoir par contre des trucs ponctuels, même si c'est vrai que c'est pas trop la culture de la presse rap, mais ça tu vois, comme dans d'autres styles de presse culturelle, tu vois, des fois ils font j'ai l'impression que, alors je connais pas le titre de ça, mais je crois que c'est Le Point, une fois tous les 6 mois, genre ils font une sorte de MOOC sur une thématique culturelle, un truc. C'est le point pop avec ses hors-séries, sinon peut-être un truc comme ça. Je sais pas, honnêtement, je connais pas assez. Mais tu vois, de faire un truc qui est un peu événementialisé, mais qui est pas du tout, tu vois, ni mensuel, ni quoi que ce soit. Mais c'est vrai que nous, on est quand même vachement, on est vachement dans Internet hein, quand même. Parce que c'est plus simple, t'as pas la contrainte, t'as pas la contrainte physique, parce que non seulement faut imprimer, faut trouver ensuite les points de vente, enfin c'est le circuit papier, tu vois, surtout si t'es extérieur au truc, ça paraît ultra dur à assumer derrière, donc voilà, ça c'est un peu un truc peut-être qui manque. Puis après, je pense que t'as la hantise de mais est-ce que vraiment le public rap, qui lui alors est encore moins habitué depuis je sais plus combien d'années, la disparition. Enfin c'est ça, et de la même façon en fait, maintenant que tu as une habitude, je sais pas, on va dire 100% numérique, comment est-ce que tu fais pour remédier à ça? Je veux dire, à l'époque, tu sais, t'avais aussi bon, ça sera un tout autre sujet sur la presse musique, où l'argument de vente avant l'explosion d'internet, c'était de mettre des CD avec les titres des nouveaux trucs qui allaient débarquer, tu vois, un petit peu en avant-première. Oui. Mais ça, je veux dire, ça n'a plus aucun sens maintenant à l'heure du streaming, encore moins à l'heure du streaming, donc à part proposer peut-être des albums limités, tout ça, mais bon, c'est pas un truc que tu peux appliquer à un service de presse. C'est-à-dire, en fait, donc c'est bien, on est en train de dire qu'en fait c'est impossible de changer le truc. Non, mais en fait, je pense que c'est possible maintenant sur une niche comme le rap. En gros, imaginons par exemple que tu tentes de faire genre un society du rap, tu vois, ou un SoFoot du rap. Avec du coup une double enquête sur moi à la squale sur 2 mois. On a enquêté 4 ans sur Pierre Bélanger et tout machin, mais en gros, non, en fait, ça marche parce que Society, c'est du généraliste, et SoFoot, c'est un sport qui est quand même ultra populaire, qui touche vraiment beaucoup de gens, et surtout c'est international, tu vois. Donc si t'essayes de faire ça en rap, je pense que c'est normal que les gens aient un peu peur, parce que tu vas dire mais ok, mais alors nous on s'adresse pas à un aussi gros public, c'est pas aussi massif, donc si on fait un truc vraiment qualitatif et qu'au final je sais pas, tu vois, peut-être 500 exemplaires, tu vois, c'est compliqué, et du coup après tu pourras, parce que Society, c'est quand même des gens qui peuvent, tu vois, faire des voyages de presse pour leur enquête, faire des vrais trucs construits, interviewer des gens que personne n'interviewe, mais c'est pas eux qui viennent à toi, parce que justement c'est pas de la promo. SoFoot, c'est un peu pareil, je connais pas assez, mais t'as des trucs un peu déterrés et tout machin. Si tu veux faire ça pour le rap, ça veut vraiment dire que faut que tu mettes la main à la poche, et donc pour ça faut que tu sois rentable, en fait. C'est triste, mais je pense que c'est ça qui bloque pas mal. Après comme tu dis, hein, peut-être habituer les gens à payer une sorte d'abonnement même numérique, ou tu sais, de faire un système de tips, ou j'en sais rien, tu vois, je connais pas assez ces trucs, tout ce qui est crowdfunding, je connais rien, mais peut-être que c'est ça la solution pour être indé, tu vois, parce qu'après tout Street Press, c'est ça, tu vois, ils ont fait plusieurs opérations de crowdfunding en justifiant le truc à chaque fois, quoi. Et je pense que c'est ça qui leur donne leur vraie indépendance. Mediapart, c'est sur abonnement, donc voilà, tu vois. Et oui, alors en plus, même la presse papier traditionnelle, vu qu'ils sont tous cassés la gueule, donc ils sont mis à mort sur ils ont chacun un site internet qui est vachement fourni. Mais sur ce site, t'as une partie gratuite et tout, et t'as toujours des trucs réservés aux abonnés. Et voilà, tu vois, maintenant, alors je sais, tu vois, faudrait limite faire une étude stat. C'est pas du tout. Non. Moi, j'ai fait un bac L, hein, donc vraiment. Mais est-ce que c'est possible ou pas avec le public rap? Vraiment, je sais pas. Mais pourquoi pas, hein.
Ouais. Bah écoute, je propose qu'on termine sur cette incertitude matinée d'espoir. En tout cas, j'ai envie de dire, parce que bien sûr, Yérim, tu es connu pour ce positivisme de l'enfer. Hein. On m'appelle l'optimiste dans le milieu. Complètement. c'est pas du... Non, on m'appelle comme ça dans les boîtes à partous. C'est mieux. Et voilà, bah du coup, on va terminer là-dessus. Yérim, de toute façon, on a été ultra content de te recevoir. Donc vraiment, je te remercie, même si tu ne retweets pas... Parce que je suis pas payé. C'est ça. Bah, oui, mais pourquoi tu crois que je retweete plus les rap jeux? Parce que je suis Red Bull ne me paie pas pour ça. D'accord, ok. Bon, je te passerai 10 balles pour un RT. Je sais pas quels sont tes tarifs, on verra ça. En tout cas, voilà, c'était un nouveau numéro de The Pulse. Donc, vous le voyez, on élargit les horizons pour parler de journalisme culturel. Si ça vous a plu, eh bien, n'hésitez pas à nous faire vos retours. D'ailleurs, quel que soit votre ressenti sur l'émission, on espère que vous serez là pour en discuter après, puisque je pense que c'est quelque chose d'intéressant. N'oubliez pas que les partages, c'est ce qui fait la vie et qui permettra de faire vivre notre podcast et nos émissions. Donc allez-y sur tous les réseaux, parlez-en autour de vous. Et là, même ça brasse bien plus large que la pop culture. Donc Yérim, tu feras un petit clin d'œil à tous tes potes du rap pour dire regardez, j'ai parlé de ça dans un podcast tenu par deux cons qui parlent de comics sinon. Voilà, ça sera le petit coup de pouce qui va bien. Et on vous rappelle, et ça rejoint un peu la fin de notre discussion également, que nous sommes sur Tipeee, que voilà, vous pouvez aider à soutenir un média indépendant, en tout cas qui veut se professionnaliser et devenir indépendant. Donc c'est ouvert tous les jours à partir de n'importe quel montant. Et pour 1 000 €, vous aurez une photo de Yérim dans les boîtes à partous, justement. Allez, on se donne rendez-vous très très bientôt pour le prochain numéro de The Pulse. On compte bien vous emmener sur tous les horizons culturels possibles. Et donc on vous dit à très bientôt. Salut! Salut!